Bienvenue à l'Observateur Éco. Dans cette nouvelle édition, nous allons mettre le focus sur un acteur clé du développement durable et de l'aménagement territorial, le groupe Marchica Med, qui porte aujourd'hui une vision ambitieuse de développement de la lagune de Marchica située dans la province de Nador. Le projet redessine aujourd'hui la région et le groupe a été sollicité pour reproduire le même modèle ailleurs, notamment avec le projet de réhabilitation de la baie de Cocody en Côte d'Ivoire. Un projet structurant qui s'inscrit parfaitement dans le cadre de la coopération Sud-Sud. Aujourd'hui, Marchica Med franchit une nouvelle étape de son expansion en ouvrant la lagune de Marchica aux investisseurs privés. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Marouane Ranimi, le directeur général délégué de Marchica Med, qui nous dévoilera les opportunités d'investissement sur le site et les perspectives de développement du groupe à l'échelle nationale et internationale. Alors, Monsieur Ranimi, merci d'avoir répondu à notre invitation. Pour commencer, le projet de développement de la lagune de Marchica a été lancé en 2008 par Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Où en est aujourd'hui la mise en œuvre des différentes phases d'aménagement du site? Bien, tout d'abord, je vous remercie à mon tour pour votre invitation et pour l'intérêt que vous portez à ce projet stratégique qui est en train de métamorphoser, on va dire, une belle région du Maroc qui est celle de l'Oriental et notamment la préfecture, la province de Nador. Parler du passé, bon, moi c'est avec beaucoup d'humilité que je vais le faire parce que je n'ai le plaisir et l'honneur de contribuer à la réalisation de ce projet que depuis une année. Mais c'est un projet que je connais tout de même relativement bien pour plusieurs raisons. D'abord parce que à l'époque où j'étais moi-même au sein de l'Agence pour l'aménagement de la vallée du Bouregreg, c'est un projet qui a été incubé au sein de l'Agence du Bouregreg et c'est un projet qui partage la même philosophie que ce projet-là. Alors quand on parle de philosophie, c'est déjà une philosophie qui découle de la vision de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui voulait préserver ces deux environnements naturels qui ont des caractéristiques écologiques et environnementales tout à fait exceptionnelles. Et l'objectif était, à travers la création et la mise en place de ces deux projets, de préserver cet environnement à travers un développement territorial réfléchi et maîtrisé. Donc vous avez rappelé que Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, a donné le coup d'envoi de ce projet en 2008 et depuis, il faut dire que beaucoup de choses ont été réalisées. Il y a tout d'abord un travail extrêmement important qui a été fait pour la dépollution de la lagune. Je pense que les habitants de la ville de Nador se souviennent de ce que pouvait être la lagune il y a un peu plus d'une quinzaine d'années, qui était un environnement extrêmement pollué. Il faut dire que les travaux de dépollution ont permis d'extraire à peu près 7200 tonnes de déchets. Avec aussi, pour un budget qui a quand même nécessité à peu près 1,1 milliard de dirhams uniquement pour les travaux de dépollution et d'ouverture de la nouvelle passe qui a permis en fait de régénérer les eaux de la lagune. Et en régénérant ces eaux de la lagune, eh bien, c'est toute la faune et la flore de la lagune qui a pu être réinstaurée naturellement. Je vous donne juste un exemple. Il y a aujourd'hui à peu près plus d'une centaine d'espèces d'oiseaux dont la lagune était un peu l'habitat naturel et qui avaient disparu au fil des années et qui sont aujourd'hui retournés. Et d'ailleurs, c'est un phénomène tellement important que l'Agence pour l'aménagement et la mise en valeur du site de la lagune de Marchica a créé un centre ornithologique qui est, je pense, à mon avis, je ne sais pas si je suis sûr, mais qu'il en existe d'autres au Maroc, mais je pense que c'est l'un des rares, sinon le seul observatoire naturel de ce type-là qui existe au Maroc. Donc parmi les autres réalisations de cette première phase, ce qu'il faut comprendre que ce projet est quand même un projet polymorphe, multidimensionnel, puisqu'il touche à plusieurs secteurs d'activité. On a une composante très importante d'aménagement du territoire et d'urbanisme, mais c'est aussi un projet qui touche au secteur touristique, au secteur industriel, à des secteurs socio-économiques. Et donc, il intervient à plusieurs échelles.
Et en ça, l'agence qui porte ce projet aujourd'hui joue un rôle extrêmement important qui est celui de la coordination et de la centralisation de l'ensemble des prérequis, ou en tout cas des nécessités et des besoins qui concernent l'ensemble de ces secteurs, et d'élaborer une vision afin de répondre de manière opérationnelle aux différents enjeux qui caractérisent chaque secteur. Il y a une grande partie aussi de réalisation d'infrastructures, donc routières, de résorption d'habitats non réglementaires et de requalification urbaine qui ont été réalisées. Tout ça avec comme objectif de préparer, bien évidemment, un certain nombre de plateformes foncières pour qu'elles puissent abriter, en fait, reprendre les premiers développements immobiliers. Quand je dis développement immobilier, ça peut être du résidentiel ou du touristique, mais en tout cas, l'idée, c'était que l'agence réalise un certain nombre d'infrastructures pour mettre à niveau, d'un point de vue urbain, donc la ville de Nador et le pourtour de la lagune de Marchica, pour pouvoir amorcer le démarrage des premiers développements immobiliers. Les développements immobiliers qui sont réalisés pour leur part par une filiale de l'agence qui est justement la société Marchica Med SA. Tout cela s'inscrit bien évidemment dans un modèle économique qui avait été pensé à l'époque pour le projet, à travers lequel l'État injecte dans l'institution publique un certain nombre de capitaux qui permettent de réaliser les infrastructures primaires dont nous avons parlé, de préparer les bases foncières au développement immobilier, et puis l'agence transfère à sa filiale Marchica Med ces bases foncières afin qu'elle puisse les développer et réaliser l'ensemble des infrastructures et les équipements d'animation et de développement, avec comme finalité que la plus-value émanant de ces développements immobiliers soit réinjectée au sein de l'établissement public pour pouvoir continuer la réalisation des infrastructures et la préparation des autres cités, puisque comme vous le savez, je pense que ça a été rappelé dernièrement dans les médias, que le projet global d'aménagement du site de la lagune de Marchica, tel qu'il a été présenté à Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, en 2008, prévoyait la création de 7 cités thématiques. D'accord. Il a pris quand même un peu du retard. Ça fait 17 ans qu'il a été lancé. Comment on peut expliquer ce retard? Est-ce que c'est dû à la complexité ou c'est-à-dire, est-ce que c'est le volet financier? Est-ce que c'est une complexité sur le terrain? Je pense qu'il faut, dans ce genre de projet, il faut surtout savoir que ce sont des projets de longue haleine. D'accord. On est en train de parler d'un projet qui s'étale sur à peu près 19 000 hectares, dont 7 000 hectares de terre et 12 000 hectares de plan d'eau, c'est-à-dire de la lagune. Bon, je parle quand même du plan d'eau parce que ça a son importance, parce que il faut savoir que l'agence pour l'aménagement du site de la lagune de Marchica dispose aussi des prérogatives de gestion du plan d'eau. Et qu'elle constitue aujourd'hui l'autorité sur le domaine public maritime. Et donc c'est aussi tout un métier qui revient à l'agence pour la gestion de ce plan d'eau, et qui est aussi extrêmement important parce que ça permet de réguler un certain nombre d'activités, notamment socio-économiques. On y viendra peut-être par la suite, si je ne veux donner là que l'exemple de l'aquaculture par exemple. Donc je disais que c'est des projets de longue haleine parce que ce sont des projets d'aménagement du territoire qui portent sur des territoires qui sont extrêmement vastes, avec toute la complexité, toutes les complications qui peuvent caractériser les problématiques d'aménagement du territoire. Il faut juste se dire qu'on est en train de construire une ville. Très bien. Et la construction d'une ville, ça prend la temporalité de la réalisation de ce genre de projet, elle ne se mesure pas à l'échelle de l'année, mais plutôt de la dizaine d'années. Très bien. Donc, si l'on veut remettre tout cela dans son contexte, bon, il est vrai qu'il y a eu certainement des retards qui sont dus à plusieurs raisons, mais ils ne sont pas si importants que ça si on les remet dans le contexte de la temporalité de la réalisation d'un projet de cette envergure. Souvent, on peut faire le comparatif avec des régions du Maroc où la croissance économique est beaucoup plus importante
qu'elle ne peut l'être au niveau de l'oriental ou de la ville de Nador. On peut prendre un projet comme celui de Bouskoura, la ville verte de Bouskoura Casablanca, qui existe depuis plus de 20 ans, qui a démarré depuis plus de 20 ans et qui continue aujourd'hui à être façonné, tout simplement parce que c'est aussi un projet qui est extrêmement vaste et où il y a plusieurs composantes et qui est en train de se faire progressivement. On peut prendre celui aussi de Zneta, qui a commencé depuis aussi plus d'une dizaine d'années et qui continue à se faire donc sur un axe de notre pays qui connaît une activité économique, encore une fois, qui est beaucoup plus intense que celle qui peut être au niveau de l'oriental. Donc, tout cela nous amène juste à dire que, effectivement, on peut avoir l'impression que ce projet prend du retard. Il y a certainement des explications pour des retards ponctuels, mais il faut juste qu'on garde le cap et qu'on sache que ce genre de projets sont des projets de longue haleine, dont le modèle peut s'essouffler avec le temps, et il faut juste avoir gardé la concentration et l'énergie nécessaire pour pouvoir garder le cap et ne pas perdre de vue l'objectif final qui est de mettre en valeur cette lagune et ses potentialités naturelles et sa diversité. En quoi ce projet va-t-il concrètement changer la qualité de vie des habitants de Nador? Je pense qu'il l'a déjà changé. D'accord. Tout à l'heure en introduction, je disais qu'il y a une quinzaine d'années, la lagune était un site extrêmement pollué. Je pense même que la ville avait commencé à tourner le dos à sa lagune. Carrément. Le développement de la ville se faisait en donnant le dos à la lagune. Pourquoi? Parce que c'était un environnement qui n'était tout simplement pas vivable. Aujourd'hui, la lagune est un environnement écologique sain. Ses équilibres écologiques ont été restaurés. Et la ville aujourd'hui se retourne encore une fois vers sa lagune. Et c'est quelque chose déjà de très important. Il y a une belle corniche qui a été aménagée sur plusieurs kilomètres, qui aujourd'hui constitue une réelle échappatoire pour la population de Nador et qui a même commencé à modifier les habitudes sociales et culturelles de la population. J'ai eu l'occasion de discuter avec certains habitants de la ville qui m'expliquaient que quelque chose qui était tout à fait inconcevable il y a quelques années, aujourd'hui est en train de se produire, c'est que leurs épouses aujourd'hui peuvent partir marcher au bord de la corniche, faire leur sport, et c'est quelque chose qui n'existait pas il y a quelques années encore. Donc déjà là, on a une première idée, une première transformation d'un côté de la vie sociale et culturelle de la ville. Sur le plan économique, bien entendu, il y a aussi un impact très fort de ce projet. Aujourd'hui, d'abord, la réalisation du projet en elle-même a permis la création de plusieurs emplois au niveau de la ville. Ensuite, toutes les activités qui s'installent, qu'elles soient hôtelières ou à caractère économique, créent aussi de l'emploi et de la richesse. Et ce n'est que le début, parce que ce qui va venir est encore plus important en termes de développement que ce qui a pu se faire de par le passé. On peut avoir quand même une idée sur la création d'emplois? Combien d'emplois ont été créés directement? Je pense qu'on parle d'à peu près 30 000 emplois directs créés par le projet. Depuis le lancement depuis son lancement, ce qui est non négligeable. Bon, c'est vrai que si on prend un projet comme celui de Nador West Med, on parle à terme de la création de 100 000 emplois. Et c'est très bien pour la région, parce que c'est des projets qui doivent travailler en tandem. Je dis tandem parce que j'ai cité ces deux-là, mais en réalité, tous les projets d'aménagement ou de développement territorial que connaît la région aujourd'hui, et notamment la province de Nador, doivent travailler en synergie pour le développement économique et social de cette ville et de cette région. Justement, comment le projet s'intègre aujourd'hui dans ce développement régional, avec le développement du port de Nador West Med et beaucoup de projets qui sont en cours de déploiement dans la région? Je pense que aujourd'hui, la valeur de chaque projet, en fait, chacun va se nourrir et s'alimenter de l'autre. Nador West Med est très important pour le projet de Marchika et le projet de Marchika est très important pour le port de Nador West Med. Pourquoi? Nador West Med aujourd'hui va devenir, après son ouverture, un hub très important et qui va entraîner un accroissement de l'activité économique et industrielle au sein de la région et qui va attirer une nouvelle population
dans la ville de Nador et dans la région de l'Oriental. Et cette nouvelle population, elle est aussi bien nationale qu'internationale. Je vous donne juste un exemple. La première unité industrielle, qui est celle qui fabrique les pales des éoliennes, qui est une unité industrielle chinoise qui est en train de s'installer sur la zone industrielle du port Nador-Ouest Med, et qui prévoit à terme la création d'à peu près 3000 emplois, dont 700 expatriés. Donc ces 700 expatriés, c'est une population étrangère qui a des besoins spécifiques dont ne dispose pas forcément la ville aujourd'hui. Et donc c'est des choses aujourd'hui que nous, au sein de Marchica, auxquelles nous réfléchissons, et il faut proposer à ces gens-là toutes les infrastructures dont ils peuvent avoir besoin. Quand je parle d'infrastructures, je parle bien évidemment de logements qui soient adaptés aux besoins de cette population étrangère, mais aussi d'infrastructures d'écoles internationales, d'équipements de santé, qui vont répondre aux besoins de cette nouvelle population. Et ici, et là, j'ai donné l'exemple d'une unité industrielle. Donc il faut imaginer à terme quelle sera cette population qui va être attirée par le potentiel économique de Nador-Ouest Med, et quels seront ses besoins pour qu'à terme, aussi bien le projet de Marchica, mais aussi toute la ville de Nador, puisse répondre à ces besoins. Et c'est ce qui, in fine, créera cette dynamique de croissance qui est tant attendue au niveau de la ville et de l'Oriental, et sur laquelle nous travaillons, que nous espérons atteindre, bien évidemment. Est-ce que Marchica peut devenir un pôle touristique demain, à l'échelle nationale et aussi internationale? Encore une fois, je pense qu'elle l'est déjà. Peut-être pas dans le sens de destination touristique comme on peut l'imaginer Marrakech ou Agadir, mais elle est aujourd'hui, par le biais de ses ressortissants marocains à l'étranger, la ville de Nador est aujourd'hui, figure parmi le classement des premières destinations touristiques au Maroc. Très bien. Mais l'ambition était d'attirer aussi... Bien évidemment. Il y a effectivement une forte diaspora marocaine qui est originaire de la région de l'Oriental et de la ville de Nador à l'étranger. Et c'est vraiment une réelle richesse pour la ville, il faut le savoir. Et c'est très important. Maintenant, bien évidemment, l'ambition était d'attirer d'autres catégories de touristes, qu'ils soient internationaux ou nationaux. Et je pense que, il ne faut pas oublier qu'il y a eu un passage à vide avec la crise du Covid à partir en 2020, qui a quand même cassé un certain élan que pouvait connaître cette destination, et qui avait coïncidé d'ailleurs avec l'achèvement du premier resort touristique de la cité d'Atalayoun, donc qui a été réalisé, qui est l'hôtel Marchica Lagoon Resort, et dont le démarrage et dont l'ouverture d'ailleurs avait été décalée à plus tard du fait de cette crise-là. Donc il y a déjà une unité hôtelière qui est existante, mais il faut bien évidemment continuer à travailler. Il faut augmenter la capacité litière de la ville, mais surtout créer l'ensemble des équipements d'animation qui vont faire en sorte qu'on crée une réelle destination qui a des choses à offrir aux visiteurs. Parce que le potentiel naturel est là, c'est sûr et certain. Il est exceptionnel, et c'est vrai que c'est quelque chose qui est très frappant quand on visite cette lagune. Et il y a énormément de choses à développer et à mettre en place pour vraiment renforcer l'attractivité de cette destination. C'est l'objectif. C'est l'objectif, bien entendu. À travers l'ouverture récemment au privé, vous voulez attirer des investisseurs. Entre autres, c'est-à-dire que la volonté est déjà d'identifier un certain nombre d'activités. Voilà. En fait, créer des expériences de vie au sein de la lagune. C'est quelque chose sur laquelle nous réfléchissons aussi bien en tant que société Marchica Med qu'agence. Il est nécessaire de créer des expériences de vie au sein de la lagune de Marchica. Parce que c'est ces expériences de vie qui vont faire en sorte qu'on crée une destination et que les gens viennent et reviennent. Parce qu'on peut venir à Marchica, y passer 3 jours et se sentir très bien. Mais ne pas forcément avoir envie de revenir parce qu'on s'est dit finalement il n'y a pas grand chose à faire, j'ai déjà vu tout ce qu'il y avait à voir et je ne suis pas forcément intéressé de revenir. Et donc c'est là où il y a vraiment quelque chose à mettre en place pour non seulement créer la destination, mais faire en sorte que, en fait, fidéliser les visiteurs et que ce soit une destination récurrente où les gens aiment venir et revenir. Sur la partie partenariat, la volonté était d'accélérer le développement
de la cité d'Atalayoun, qui est la première des 7 cités prévues par le projet, il faut le rappeler. Mais pas seulement sur un plan d'animation. Là, on est en train aussi de parler de composantes résidentielles, touristiques et d'équipements à caractère d'intérêt général. Pardon. Donc du coup, l'idée effectivement aujourd'hui, à travers les appels à projets qui ont été initiés par la société Marchika Med, c'est de permettre au secteur privé de contribuer de manière active à la réalisation et à l'accélération de la mise en œuvre de ce projet stratégique, dans une logique bien sûr de partenariat win-win dans lequel les deux parties contribuent de manière efficace au développement socio-économique et territorial de la ville de Nador. Et quel mécanisme avez-vous mis en place pour attirer les investisseurs? Alors, ce qui a été mis en place, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, l'État, à travers l'agence et la société Marchika Med, a injecté quelque chose comme 4 milliards de dirhams pour la réalisation des infrastructures nécessaires à la préparation des plateformes pour le développement. Donc, c'est un effort considérable qui a été consenti par l'État pour justement créer cet écosystème favorable à l'investissement privé. On a réalisé un certain nombre d'infrastructures de qualité. Donc aujourd'hui, la cité d'Atalayoun dispose d'une académie de golf, de ports de plaisance. Plusieurs projets résidentiels immobiliers ont déjà été réalisés par Marchika Med, qui a voulu jouer le rôle de catalyseur. L'idée était de démontrer aux opérateurs du secteur privé qu'il y a un réel potentiel au sein de ce projet et au sein de cette cité d'Atalayoun, et que même des entités publiques ont amorcé ces développements. Et ce qu'offre aussi ce projet, c'est que ces opérateurs publics ne sont pas prêts de disparaître, ils sont toujours là et ils sont là pour accompagner ces opérateurs privés. Donc les opérateurs privés qui feront le choix aujourd'hui d'investir dans ce projet ont la garantie d'être accompagnés par des opérateurs publics de référence qui sont là pour leur faciliter leur projet d'investissement et pour les accompagner dans leur réussite. Mis à part ça, bien évidemment, il y a tous les dispositifs d'incitation qui sont mis en place par le gouvernement, et notamment par le ministère de l'Investissement à travers la charte de l'investissement. Donc je pense que tous les opérateurs aujourd'hui économiques sont au courant de ces mécanismes et bien entendu ont tout le loisir d'y recourir afin de faciliter leur investissement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le modèle de ce projet-là, l'agence, la manière avec laquelle elle a été pensée et créée et l'ensemble des prérogatives qui lui ont été dévolues avaient pour objectif de fonctionner un peu comme une sorte de guichet fermé et jouer le rôle de facilitateur de l'investissement. Il faut savoir que l'agence aujourd'hui, elle a des prérogatives très larges puisqu'elle a les prérogatives des collectivités locales, notamment donc des communes. Elle agit aussi en tant qu'autorité urbaine et elle agit en tant qu'aménageur. Et donc de ce point de vue-là, un investisseur, il a aujourd'hui un interlocuteur sur le périmètre d'intervention de l'agence. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça donne de la visibilité aux investisseurs et qu'ils savent qu'ils ont face à eux une institution publique qui est garante de leur investissement, mais qui est aussi là pour faciliter l'ensemble des aspects administratifs nécessaires à la mise en œuvre de leur projet. Et comment vous prévoyez ces partenariats publics-privés pour garantir une rentabilité et puis un développement durable? Alors, pour garantir la rentabilité, vous parlez du côté des investisseurs ou du côté de Marchika Med? Alors, du côté des investisseurs, je pense qu'aujourd'hui, la croissance, et en tout cas toute la dynamique de croissance qui s'enclenche au niveau de la région de l'Oriental et notamment dans la ville de Nador, sont à elles seules une garantie de la rentabilité de ces projets. Je pense qu'on a donné un petit exemple tout à l'heure à travers le potentiel que permettra à terme le port Nador Ouest Med et l'ensemble des besoins qui seront à satisfaire pour cette nouvelle population qui va arriver. Il y a aussi la croissance du secteur touristique à l'échelle nationale, mais aussi à l'échelle de la région. Les statistiques de l'aéroport de l'Airway pour l'exercice 2024
était très positive et il a connu un taux de croissance important. Même chose pour les arrivées touristiques sur le port de Bnensar, qui a connu aussi une forte croissance d'à peu près de 42%. Et donc, il y a un réel potentiel touristique à capter et qui est en plein essor. Et tout ceci est en train de se mettre en place et n'importe quel opérateur privé averti devrait sentir que c'est le moment, qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette région, dans cette ville, et que c'est peut-être le moment opportun pour s'y positionner et pouvoir amorcer les investissements. Il y a aussi des efforts qui ont été entrepris sur le volet connexion, que ce soit connectivité, c'est-à-dire infrastructure routière et puis connexion aérienne, non? Bien entendu, il y a bien déjà l'aéroport de Nador El Aroui qui a été entièrement rénové et il est même question aujourd'hui d'augmenter sa capacité. Très bien. Il y a le tronçon d'autoroute Guersif-Nador qui est en train d'être réalisé, qui va renforcer la connectivité terrestre de la ville de Nador avec le reste des grandes villes du royaume. Il y a bien évidemment le port Nador Ouest Med, on ne va pas revenir dessus, je pense qu'on a déjà discuté de cela. Et il y a une grande connectivité de l'aéroport de Nador avec le continent européen, puisqu'il dessert en haute saison à peu près 33 destinations européennes, ce qui est quelque chose d'assez important. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup d'aéroports au Maroc qui peuvent prétendre à desservir autant de destinations en Europe. Par contre, je pense qu'il y a à ce niveau un travail à faire sur la connectivité de la ville de Nador et de cet aéroport avec les autres villes du Maroc. C'est quelque chose qui est très important. Aujourd'hui, jusqu'à présent, Nador était desservi par 4 vols hebdomadaires depuis Casablanca. Récemment, une nouvelle ligne a été créée sur Rabat à raison de 2 vols par semaine. Mais je pense que ça reste insuffisant et qu'il faut... Il y a un travail à faire à ce niveau-là pour améliorer la connectivité de la ville de Nador et du port de Nador El Aroui, et de l'aéroport de Nador El Aroui avec les autres villes du Maroc. Donc on quitte le Maroc et on part en Afrique. À l'échelle continentale, Marchika Med a été sollicité pour dupliquer le modèle de réhabilitation de la lagune de Marchika, notamment en Côte d'Ivoire, à travers la réhabilitation de la baie de Cocody. Où en est le projet aujourd'hui ? Alors déjà, encore une fois, là encore, la naissance de ce partenariat, c'est le fruit de la vision stratégique et éclairée de Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, qui souhaite, et qui a souhaité en tout cas, que le Maroc rayonne aussi à l'échelle du continent africain par le biais de ses compétences techniques et de son savoir-faire. Parce qu'aujourd'hui, ce partenariat avec nos amis et frères de la République de Côte d'Ivoire, c'est un échange de savoir-faire dans une logique de création qu'a voulu aussi Sa Majesté, coopération sud-sud, dans laquelle la compétence africaine sert aux pays africains. Donc effectivement, dans ce sens-là, une convention cadre a été signée en 2015 entre le gouvernement du Maroc, entre Marchika Med et le gouvernement de Côte d'Ivoire pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour la réalisation, la mise en valeur de la baie de Cocody à Abidjan. Et le choix de Marchika Med n'était pas anodin, c'est parce que, encore une fois, les problématiques étaient plus ou moins similaires entre ces deux projets, puisque la baie de Cocody aussi était une baie qui était extrêmement polluée et qui présentait un certain nombre de nuisances et de problématiques qui étaient similaires à celles que présentait la lagune de Marchika avant le démarrage du projet. Donc depuis, un certain nombre de choses ont été faites, notamment la dépollution, tous les travaux de dépollution donc, de la baie de Cocody, avec l'ouverture d'un nouveau chenal, avec la réalisation d'un pont au pour relier le plateau à la baie de Cocody justement, la réalisation du bassin écréteur de Williamson. En tout cas, l'ensemble des infrastructures nécessaires à la préparation, encore une fois, parce que le modèle est plus ou moins similaire, à la préparation des bases foncières pour le développement ont été réalisées
La convention avait été conclue pour une durée de 4 ans, donc elle devait prendre en 2019, elle a été reconduite, juste pour permettre la réalisation de la dernière composante du projet, qui est celle de la station de traitement et d'épuration des eaux. Donc ce qui est en train de se faire actuellement, c'est capter tous les déversoirs des eaux usées et réaliser la station de traitement pour vraiment enclencher ce modèle de développement durable que les Ivoiriens ont envie aussi de mettre en place sur ce beau projet d'aménagement de la baie de Cocody. Le groupe a été sollicité aussi pour reproduire le même modèle ailleurs, dans d'autres pays, notamment Madagascar et Kenya. Où est-ce qu'on est par rapport à ces discussions ou les projets? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des choses il y a quelque chose de concret? Alors, effectivement, donc, comme je vous ai dit, cette vision de Sa Majesté, pour que le Maroc rayonne à l'échelle africaine par le biais de ses compétences et de son savoir-faire, effectivement, a donné des fruits. Et la réussite du projet de Cocody, c'est vrai qu'elle a inspiré d'autres pays, dont certains se sont rapprochés effectivement de Marchika Med pour pouvoir dupliquer cette expérience à l'échelle d'autres pays. Il y a eu effectivement Madagascar pour l'aménagement du canal des Pangalan, ou aussi le Kenya. Bon, on va dire l'état d'avancement de ces projets est différent. C'est vrai qu'il y a eu déjà un certain nombre d'études de faisabilité technique qui avaient été réalisées pour le projet de Madagascar. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que à ce niveau-là, le Maroc se positionne comme accompagnateur. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour imposer une vision stratégique ou des choix stratégiques à nos pays frères d'Afrique, mais on est là pour répondre à leurs besoins et les accompagner de la meilleure manière qu'on peut pour la réalisation de ces projets de développement qu'ils souhaitent réaliser. Et donc, dont le démarrage, en fait, leur incombe et il leur revient pleinement de décider du démarrage ou non, ou du moment en tout cas opportun pour le lancement et le démarrage de ces projets-là. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous, on se tient à leur disposition. On travaille d'ailleurs étroitement sur ces sujets-là avec les structures compétentes du ministère des Affaires étrangères et de la coopération, qui lui est en charge bien évidemment de la mise en œuvre de la stratégie du Maroc et de la vision de Sa Majesté pour le rayonnement du Maroc en Afrique. Alors, merci beaucoup d'avoir été parmi nous, Monsieur Ranimi. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et puis rendez-vous la semaine prochaine avec un nouvel invité. Merci. Merci.